Très chers téléspectateurs, nous sommes très contents de vous retrouver dans notre premier numéro d'Afro-Lumière, une émission conçue, organisée par l'Afrocentricité internationale avec la collaboration de la nouvelle vision panafricaine. Et donc, chaque fois, vous nous retrouverez dans ces débats socio-culturels, un débat dépensé qui invite tout le monde, qui invite l'élite intellectuelle non seulement de notre pays, mais aussi de l'Afrique tout entière pour pouvoir étudier ensemble qu'est-ce qu'il faut pour notre continent, pour notre pays, l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, nous avons invité, pour votre intérêt bien sûr, une personnalité et non la moindre, un opérateur culturel, un opérateur politique, parce qu'il est cadre de l'UDPS. Et vous le connaissez très bien, il s'agit de M. Yamba Yamba qui est à côté de nous. Bonjour M. Yamba Yamba. Bonjour, merci d'être ici pour qu'on échange, M. Lobola. Merci beaucoup M. Yamba Yamba. Nombreux sont ceux qui vous voient, vous faites vraiment une grande croisade médiatique depuis un certain temps. Mais nombreux sont aussi ceux qui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'est devenu M. Yamba Yamba. M. Yamba Yamba, au cadre de l'UDPS, un ancien opérateur socio-culturel dans le cadre des ONG du développement durable et donc aujourd'hui et scientifique aussi. Donc, on l'a connu plus comme un politicien, un analyste politique et un militant, comme je venais de le dire dans l'UDPS, parmi les tout premiers cadres, parce que je rappelle ici que c'est l'ancien conseiller économique de feu Étienne Tshisekedi, donc aujourd'hui cadre de l'UDPS. Mais dans les médias, quelque chose dérange les gens. Vous avez totalement, M. Yamba Yamba, basculé dans la spiritualité. Alors on se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas réussi dans la politique qui vous amène aujourd'hui à vous orienter plus dans la spiritualité. Avez-vous trouvé que le discours politique n'aura de sens que s'il est orienté dans une certaine spiritualité? Qu'est-ce qui vous arrive au juste pour parler de la spiritualité chaque jour, de nos ancêtres, de ce que faisaient nos ancêtres? Qu'est-ce qui vous prend, M. Yamba? Merci beaucoup. Merci beaucoup, croyants africains, de l'opportunité que vous m'offrez de parler avec mes frères et sœurs au sujet de ce qui représente l'avenir de l'Afrique, l'avenir du Congo et du Congolais. Vous l'avez dit, je suis de ceux qui, véritablement, en tout cas parmi la première génération, qui ont fait des études de développement. Ceci m'a permis véritablement de continuer ces études en Europe. Et j'ai multiplié 4 fois les différents secteurs de la vie nationale pour apprendre davantage comment on peut développer un pays. Ceci m'a amené à devenir finalement représentant des ONG belges ici, représentant d'un consortium d'ONG européennes. J'ai travaillé comme un coordonnateur d'un grand programme de l'ISAID au travers de l'IREM. J'ai travaillé comme coordonnateur sous-régional de la gestion de l'environnement en Afrique centrale. J'ai travaillé comme directeur général de l'Institut supérieur d'études agronomiques. J'ai travaillé comme directeur général dans un projet de la coopération belge. J'ai travaillé comme coordonnateur d'un grand programme de la FAO. J'ai travaillé dans les systèmes des Nations Unies, au PNID, l'UNICEF, l'OMS. J'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui, une vingtaine d'années, comme consultant auprès de la Banque mondiale
etc. Au sein de l'Union européenne, n'en parlez pas. J'ai fait 65 pays à travers le monde. Et j'étais en Asie, des pays aujourd'hui qui font fureur. On vous parle des dragons asiatiques, on vous parle des tigres asiatiques. J'y étais, même à Singapour. Un petit pays, mais qui a 52 000 $ par habitant par an. Voilà, contre le Congo, Kinshasa, qui n'a que 458 $ par habitant par an. J'étais en Amérique latine. J'étais en Amérique du Nord. J'étais en Europe centrale, occidentale. J'étais en Afrique. En tout cas, j'ai fait 43 pays africains. Partout où les Noirs habitent, c'est toujours un problème. Même à Washington, il faut observer le quartier des Noirs. Je ne dis pas que tous les Noirs sont pauvres, mais je dis au nom de la loi de la majorité statistique, l'impression que ça donne, c'est comme s'ils sont en difficulté. De la même manière, il y a des Noirs depuis des siècles, n'est-ce pas, en Angleterre. J'ai visité le Noir aux Pays-Bas. Je suis allé à Colombie, en Équateur, en Amérique latine. Les Noirs sont dans la souffrance. Même ceux qui sont là depuis 5-6 siècles, la situation n'est pas bonne. Alors, maintenant, comme militant, vous l'avez dit, je suis à l'IDP depuis les années 80. J'écris que si la situation ne marche pas dans notre pays, c'est parce qu'il se pose un problème de démocratie. Il faut donc s'engager résolument dans un parti politique. À l'époque, c'était l'UDPS, créé en 82, et j'étais déjà combattant, militant, déjà en 1983. Pour pouvoir résoudre les questions de votre société. Pour résoudre le problème de notre société. Vraiment, j'écris fortement. J'écris que lorsqu'on résout le problème de la démocratie, à ce moment-là, l'Afrique va décoller. Et j'ai eu l'occasion de travailler comme consultant dans une fondation Friedrich Ebert, une fondation allemande, qui en 2015 m'a invité pour qu'on réfléchisse avec d'autres Africains. En tout cas, il y avait une quarantaine de pays africains pour faire l'analyse de la situation, parce qu'en réalité, la démocratie a beaucoup souffert et on devrait réfléchir pourquoi ça ne marche pas. Et puis, vous savez, en 2015, en 2016, il devait y avoir au moins 16 pays qui étaient en instance d'organiser les élections. Et on a organisé cet atelier. Il est ressorti que sur les 17 pays, dont le Congo-Kinshasa, les 17 sur les 17, tous les chefs d'État ne voulaient pas quitter le pouvoir malgré la fin de leur mandat. Et pourtant, ils étaient des chantres de la démocratie, des chantres du respect de la Constitution, etc. Donc la démocratie n'était pas au rendez-vous. N'était pas au rendez-vous. De la liberté de la population africaine. Entre-temps, nous, comme activistes, comme combattants de l'UDPS, nous, on se bat, on se bat, on se bat. Nous avons également, il faut le reconnaître, que dans les cadres des sociodémocrates africains, parce que je fais partie véritablement, comme personne ressource, à l'Alliance des sociodémocrates africains, je suis aussi consulté au niveau de l'international socialiste. Il y a des pays, de temps en temps j'y vais, comme personne ressource. Et parmi les pays africains qui faisaient partie de l'Alliance sociodémocrate, je prends par exemple le Niger, je prends le Niger, je prends la Guinée-Conakry. Tous ces chefs d'État, en tout cas, j'ai eu l'occasion de les rencontrer dans les grandes rencontres internationales. Ils étaient très engagés, résolument, pour changer leur pays. Je me suis beaucoup, il faut que je termine cette historiette. Donc la solution par la voie démocratique, pour vous, ça a échoué. Même ces gens qui se sont battus pour changer la situation, ils arrivent au pouvoir. Ils font textuellement la même chose que les anciens. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique que
lorsque vous êtes par exemple en Europe, vous avez un professeur d'université, il est considéré comme un savant, il est un génie, il dégage une alternative quand on les applique directement. Et qu'est-ce qui explique que chez nous, le même schéma plus d'un million d'universitaires, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et toutes ces questions questionnantes m'ont amené à réfléchir. Et quand j'écoute Papa Nkoussou, quand je vous écoute Lobolalo Ilondo, je lis un peu Nemwana Semi, je regarde un peu ce que dit Papa Wassamboula. Bon Basson. Non, après. Bon Basson, c'est après. Ouais. Et je me dis que j'ai commencé à me questionner. Je dis, est-ce que ces gens sont de fous ou ce sont véritablement des gens qui ont un message? Et c'est comme ça que, comme chercheur, parce que j'enseigne à l'université, et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai pris l'autoroute d'information et j'ai finalement découvert des gens comme Tchakanta Diop. Voilà. J'ai découvert des gens comme Théophile Obenga, des Jean-Charles Kofi Gomez, des Jean-Paul Pougala, le professeur Bilolo. Oui. J'ai découvert Philippe Motunde, j'ai découvert Kalalo Motunde, il ne veut plus de Philippe. Voilà. Et des gens comme Bob Bassang, Koumadoubé, prince de Bélé-Bélé, ils sont nombreux. Ils sont nombreux ceux qui véritablement ont interrogé notre environnement. Parce que beaucoup ont fait des récits sans interrogation. Et donc, pour eux, nous avons été piégés. Et nous avons été piégés parce qu'il nous a manqué quelque chose. Même les études que nous faisons, ces études n'ont que 2 compartiments. Parce qu'il faut en avoir 3. Il y a d'une part, lorsque vous êtes aux études, on vous apprend la théorie, on vous apprend la pratique. Mais on a toujours oublié d'affaire apprendre les gens la spiritualité. Et donc nous avons fonctionné avec 2 compartiments qui n'ont jamais donné de résultats. Parce que nous sommes simplement des perroquets, des abrutis fondationnels. Nous avons oublié notre fondation, nous avons oublié notre enracinement, nous avons oublié notre particularisme. Et donc on produit des chômeurs de luxe, des personnes imbécilisées qui n'ont aucune connaissance pour transformer leur environnement. Et j'ai dit non, il faut que je connaisse davantage. Raison pour laquelle j'ai fini par comprendre que de la même manière que nous nous engageons sur le plan politique, mais nous devons restaurer la spiritualité authentique. Parce que ça fait défaut. Et cela doit commencer par la maison, à l'école, jusqu'à l'université. À ce moment-là, nous serons en mesure de trouver des solutions qui concernent véritablement notre société. Raison pour laquelle j'ai créé avec les amis, y compris vous, n'est-ce pas, la nouvelle vision panafricaine. La nouvelle vision panafricaine, c'est dire quelle est la nouvelle façon de voir pour les Africains de manière à sortir de cette situation difficile. Et là, on va aller petit à petit pour savoir quels ont été les pièges, quelles ont été les difficultés qui ont fait que l'Afrique reste, cette Afrique qui a été connue comme étant, n'est-ce pas, le pays le plus fort, le plus puissant, qui a provoqué des migrations de l'Europe vers l'Afrique pour apprendre la science. Qu'est-ce qui explique qu'un pays des avatars aujourd'hui devienne véritablement le dindon de leur farce? Ça, c'est leur réflexion qui est la nôtre, à laquelle nous nous battons chaque jour pour que véritablement cela soit connu par l'ensemble de nos concitoyens. Monsieur Yamayama, vous n'avez pas peur d'être ostracisé par votre propre population, votre propre entourage? Vous risquez de réduire le cercle de vos amitiés, parce que la voie dans laquelle vous vous êtes engagé, c'est très très difficile. Vous risquez d'être diabolisé. Mais Lumumba, quand il a commencé son combat, même certains de ses amis comprenaient qu'il avait dépassé les barres. Très bien. Aujourd'hui, il est devenu le modèle de référentiel. Ce n'est pas seulement Yamba. Yamba n'est qu'un apprenti. Je vous ai cité de grandes personnalités. Même aux États-Unis, lorsque vous voyez Madame Ama Mazama et Bolefi, qui sont des professeurs d'université, qui ont fait des recherches très approfondies. Aujourd'hui, l'afrocentricité est en vogue. Il faut aller dans les Caraïbes. Il faut aller même au Bénin. Aujourd'hui, le président béninois, Patrice Talon, vient de disponibiliser un grand espace pour qu'on fasse le pèlerinage des Africains, n'est-ce pas, pour qu'on se réconcilie véritablement
avec notre environnement, on se réconcilie avec nos ancêtres. Les Chinois l'ont fait. Aujourd'hui, la Chine est devenue la plus grande puissance commerciale du monde, la deuxième puissance économique, deuxième puissance militaire. C'est le génie. Ce que nous avons manqué, c'est le génie. Quand je sors mes enfants ici, vous posez la question, le palmier là, il ne connaît même pas ce que c'est le noix de palme, etc. Et pourtant, on vit avec des arbres, on ne connaît même pas. Et quel est le rôle de cet acacia? On ne connaît même pas. Et donc, on a foutu à la mer de notre environnement. Encore donc, que l'acacia, c'est un arbre exotique qui n'est même pas africain. Et alors, M. Yamba, il y a là un grand problème qui se pose au niveau de l'élite africaine. C'est que on considère que vous n'avez pas des référentiels et donc vous devez vous tourner aux référentiels extérieurs. Pour construire un pays, une nation, il faut disposer des briques nationales, autrement vous n'irez nulle part. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir des humanités classiques. Il faut détenir un capital de connaissances. Voilà, nos ancêtres ont fait ça, ils ont évolué jusqu'à ce niveau, et donc nous on commence là où nos ancêtres se sont limités pour nous bâtir un idéal civilisationnel. Or, il se fait qu'au niveau de l'Afrique, vous les Africains, vous n'avez pas ces humanités classiques, c'est-à-dire que vos ancêtres ne vous ont rien laissé, et donc vous êtes obligés de vous tourner vers le référentiel exogène pour battre votre nation. Alors, je ne sais pas si M. Yamba aujourd'hui peut nous prouver le contraire. Sur tous les domaines, sur le plan de la science, qu'est-ce que vos ancêtres ont fait? Sur le plan de l'armée, de la police, comment on peut gérer par exemple une mégalopole comme Kinshasa aujourd'hui, 15 millions de personnes sans la police? Vos ancêtres n'avaient même pas de policiers, donc il n'y avait pas une organisation politique bien dessinée, et donc vous êtes obligés de vous rendre à l'école de l'homme blanc. Autrement, alors vous avez le terrain, expliquez-nous comment vous allez vous y prendre pour bâtir votre nouvelle société africaine. La question elle est pertinente, croyant, parce que de temps en temps, lorsque nous parlons de la spiritualité africaine, les gens ont tendance à dire mais c'est quoi au juste en fait? Le monde est en train d'évoluer. Le monde est devenu de plus en plus digitalisé et la technologie vient faire quoi? Et la spiritualité vient faire quoi? Effectivement, les Coréens, les Sud-Coréens, ils ont été colonisés au même titre que nous. Mais dans leur vie naturelle, ils n'ont jamais abandonné, n'est-ce pas, la culture de leurs ancêtres. Certes, le colonisateur impose, mais ils avaient tellement d'impact qui faisait qu'ils puissent respecter véritablement leur culture. Je prends par exemple ici chez nous, parce qu'on parle de l'armée. Il faut autant de militaires. Comme le Congo a 92 millions d'habitants, il faut avoir autant de militaires pour faire la guerre. Mais vous savez, faire la guerre, je me rappelle bien dans certaines sociétés, et presque la majorité de nos villages, il y avait le mécanisme, on utilisait les abeilles. Quand l'ennemi avance, on envoie, n'est-ce pas, des colonies des abeilles, et puis finalement, on gagne la guerre, ils laissent même leur matériel, etc. Et si on avait fait une réflexion autour de ça, on pouvait avoir une technologie qui permet véritablement de gagner la guerre sans violence. Ça, c'est notre culture à nous. On aurait pu exploiter, on aurait pu avoir véritablement des universités qui véritablement travaillent dans ce sens. Je prends par exemple l'exemple, je me rappelle bien quand l'AFDL entrait, il y avait beaucoup de tueries, en tout cas on m'a rapporté ça chez nous. Et puis on m'a dit, mais écoute, ils se sont réunis. Ils disent, en fait, pour que notre village ne soit pas attaqué, il faut faire en sorte qu'on crée un fleuve la nuit. Quand ils viennent ici, ils trouvent le fleuve, et puis finalement ils rentrent. Et puis ils ont fait comme ça, et puis ils sont rentrés. Ils n'ont pas pu véritablement continuer.
toujours, j'ai vu ça à l'Équateur, à Ikela, quelqu'un, si dans la société, on ne veut pas de voleurs, on ne veut pas de voleurs. Et qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une boisson qu'on appelle le mbondo à Lingala. On appelle ça la boisson de l'innocence. Et si il y a quelque chose qui est perdu dans le village, et on appelle les gens. Et chacun passe à son tour. Si vous avez volé la chose, vous mourrez. Vous mourrez. À coup sûr. À coup sûr. Et alors maintenant, les gens passent, et la personne qui a volé, lorsqu'il arrive son tour, c'est fini, il est parti. Ça dissuadait les autres de voler au village. On n'avait pas besoin de militaires. Allez dans nos villages. Est-ce que le chef coutumier, là, il a des chefs de militaires? Il n'en a pas. Quelle est la puissance qu'il dispose pour maîtriser tout le monde? Quelle est cette puissance? J'ai vu dans la province orientale, à Bafouassende. À Bafouassende, il y avait quelqu'un, il avait une canne, c'était un traditionnel. Et dans cette canne, souvent quand les gens viennent, il y a un problème, qui est auteur? Il jette la canne. Bon. Si tu n'es pas concerné, la canne tombe. Et si il dit que la canne reste à l'air, si la personne est auteur de la situation, et la canne s'arrête, et tout le monde crie. Alors si tu contestes, tu endosses pleinement la responsabilité au niveau de si tu peux mourir. Voilà comment il y a eu des rapports. Regarde. J'ai été, n'est-ce pas sûr, quand je quitte Kisangani, passant par Loboutu, je voudrais prendre la ligne vers Walikale. Et j'arrive là-bas, je trouve, c'est pas un guérisseur traditionnel, qui avait son couteau et qui faisait les interventions chirurgicales. 300 personnes par jour. Et une fois terminé l'intervention chirurgicale, ce qu'on appelle généralement les opérations, la plaie se cicatrise immédiatement. Vous avez vu ça de vos propres yeux? Je suis resté pendant 3 jours. Vous savez que je suis très curieux. Et donc, je demande, je reste. La personne, une fois subi l'opération, il quitte le soir pour rentrer chez lui. Je reviens avec Sangani et je fais une conférence à l'université pour dire que je vis une technologie importante. Il faut que le médecin, le pharmacien, y aille voir ça. Ils me disent non, c'est la sorcellerie. Ah bon? La sorcellerie? Mais si tout doit être sorcellerie finalement, et nous restons avec quoi? Nous restons avec quoi? Et je termine, je suis allé à Inongo avec un ami français. Là à Inongo, il y avait un prophète qui lui faisait tout pour arracher les statuettes, les chaînettes traditionnelles, etc. aux gens, parce que ces chaînettes, ces statuettes avaient quand même une capacité de poser des actes pour permettre la promotion du village. Il dit non, c'est la sorcellerie. Et il arrachait. Et mon ami, le français me dira, monsieur Yamba, nos ancêtres vous ont tout arraché. Nos musées sont remplis de vos histoires. Et dans vos histoires, là, il y a même des esprits là-dedans. Aujourd'hui, on fabrique même des satellites avec vos esprits. Les statuettes là, qui sortent des chefs coutumiers, ont des esprits. Et nous profitons de ces esprits-là pour monter des grands... Ah oui, ils profitent de ces esprits? De ces esprits pour monter, c'est pas, les arsenals spatiaux. Et alors maintenant, il dit, mais comment vous pouvez avoir un aventurier comme ça, qui vient prêcher Jésus, et qui visiblement n'a jamais vu Jésus? Au moins, ce qu'ont fait vos ancêtres, lui, au moins est rassuré. Et il dit non, les ancêtres ont été en dehors. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Mahomet, qui sont capables véritablement de changer la situation. Voilà. Donc, on est resté des orphelins. On est resté dans une situation où on ne fait que gober ce qui vient de l'extérieur. On ne fait que devenir des perroquins. On ne fait que réciter. On ne fait que, j'allais dire, répéter ce qui vient de l'extérieur. Nous n'avons pas notre pensée autonome. Nous n'avons pas notre génie propre. Nous n'avons pas notre capacité authentique de pouvoir fouiner dans ce que ont fait nos ancêtres et dégager naturellement ce que nous pouvons être en mesure de transformer notre société. Nous sommes restés les dindons de la farce, raison pour laquelle nous disons plus jamais ça. Il faut aller dans une direction.
importe les critiques. Parce que quand je suis en train d'en parler maintenant, beaucoup vont dire, écoutez, Yamba, est-ce qu'il n'est pas tombé sur un ganga ou il est dans un cercle mystique, etc. Encore que les cercles mystiques, comme la maçonnerie, Rosicrucian, Maïkari, ça sont des choses qui sont venues pour nous déconstruire, nous désarticuler, nous désintégrer de notre environnement. Et c'est justement ça le mystique exotique, c'est très peu le savent, la franc-maçonnerie, la rose et croix, c'est le mystique chrétien. C'est dans le christianisme. C'est dans le christianisme. Et donc, mes chers amis, vous découvrez cet homme que vous connaissez très bien. Et il vous développe tout un autre discours qui est un discours savant. Il vous suggère de revenir dans vos valeurs ancestrales. Et donc, pour lui, les abeilles doivent être, par exemple, étudiées. Nous devons parvenir à vulgariser le contenu des relations entre nos ancêtres et leur environnement. Nous avons les kansondas, ce sont des bombes. Les bombes que nous appelons les foudres, les kake. Alors, est-ce qu'on ne peut pas transformer le kansonda, faire du kansonda une bombe qui peut aussi nous sauver? Voilà un peu son discours. Est-ce que nos ancêtres n'ont pas développé un système carcéral? Une seule feuille d'arbre suffisait pour garder toute une plantation. La connexion directe avec les esprits de la nature, et le chef coutumier n'a même pas besoin de policiers, parce que le contact seulement avec l'œil, avec la feuille, vous permet d'assurer, n'est-ce pas, tout le système carcéral. Alors il nous a amené tout à l'heure un autre élément ici qui démontre comment vous avez parlé de Mbondo. Hein? De Mbondo. Mais il y a un autre système qui se fait avec des balais. Voilà. Vous allez par exemple pas, dans la province orientale, surtout à Bazouélé, on utilise le balai. Et même c'est là même au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on utilise le balai pour attraper la personne qui a posé un acte contraire. Si vous êtes voleur, on utilise le balai. Et si vous n'avez pas été à la base du vol, les balais ne peuvent pas vous tenir et vous tirer. Mais si vous avez volé, donc les balais restent sur le cou, on vous tire, ça ne s'enlève pas jusqu'à ce que vous disiez la vérité et où est-ce que vous avez déposé ça. Et voilà. Ça a beaucoup permis notre société de réguler les comportements parce que vous savez que quand on va utiliser le balai, on va me reconnaître et à ce moment-là, ce serait un discrédit. D'ailleurs, je vais faire la prison et donc ça ne sert pas de continuer à voler. Donc, en Inde, ça se fait. En Idoli, ça se fait. Voilà mes chers amis, donc une technique moins coûteuse qui vous permet d'économiser encore beaucoup d'argent, de ne pas avoir un arsenal policier dans lequel l'État va devoir perdre trop d'argent. Donc nos ancêtres utilisaient des techniques les plus faciles du monde. On peut en faire une technologie. On peut en faire une technologie. Et donc suivez cette technique de balai, c'est ça que vous nous avez apporté. Donc qu'autrefois utilisaient nos ancêtres pour dissuader et pour punir les récalcitrants dans la société. Alors Régis, si vous pouvez nous balancer cet élément.
Hey, go back. Voilà mes chers amis, vous venez là de voir une technique qui aide notre société ancestrale de pouvoir gérer la communauté. Et avec ce système policier spirituel, le chef coutumier n'avait pas besoin de 2-3 000. À Kinshasa, on peut en avoir aujourd'hui même plus de 10 000 policiers pour gérer ça. Mais avec cette technique-là, la société était organisée et il n'y avait même pas de voleurs, pas du tout. Des petits voleurs, on pouvait bien en avoir et on en a toujours dans toutes les sociétés. Mais chacun savait gérer sa propre personnalité, voulais-je dire, au risque d'être ostracisé dans la société, et la spiritualité le faisait mieux que le système carcéral que vous avez importé de l'Occident. Alors, monsieur Yamba Yamba, on vous remercie vraiment pour cet élément. Nous revenons un peu à vous pour essayer un peu d'analyser cette même question de l'Afrique qui doit se développer, parce que vous aviez dit que vous avez voyagé à travers le monde et partout où vous êtes passé, le sort de l'homme noir est toujours le même. Aujourd'hui, Kwame Nkrumah dit Africa must unite. Donc l'Afrique doit s'unir, doit créer les États-Unis d'Afrique pour pouvoir réussir, pour pouvoir parler d'elle. Et le même discours a été développé aussi par le président Kadhafi, qui a été assassiné par les Français. Et aujourd'hui, on suit plusieurs savants, le professeur Pougala, le professeur Théophile Obenga, vous venez avec ces discours. Donc pour vous, il faudra bien que l'Afrique s'unisse, il faudra bien réaliser l'intégration africaine au niveau de la création des États-Unis d'Afrique. Et alors, ces discours-là, en êtes-vous sûr? Pouvons-nous croire vraiment à la création d'une puissance africaine à partir de son intégration? Mais l'Afrique a été une grande puissance. Vous savez que l'Afrique, c'est depuis 37 000 ans qu'il y avait ce qu'on appelle l'Égypte antique. Vous savez que la tablette qu'on utilise, la tablette mathématique qu'on utilise aujourd'hui, ça a été découvert à l'est de la République. Ce qu'on appelle l'os de Shango, ça se trouve à Tervuren, dans le musée de Belgique. Ah bon, l'os de Shango? L'os de Shango. Donc la première calculette, donc vous qui ne savez pas que la calculatrice est une invention africaine, et la première calculatrice a été inventée en RDC, par exemple. Bien entendu, l'os de Shango. Il y a 37 000 ans. Parce que les pêcheurs qui étaient qui faisaient la pêche aux côtes de lac Albert faisaient des calculs. C'est sur base de ces calculs qu'on a inspiré, n'est-ce pas, les Occidentaux aujourd'hui à mettre sur pied une calculette. C'est comme ça que l'os de Shango est dans le musée de Tervuren. Ça a été découvert par un Belge. Les États-Unis d'Afrique. Bien entendu. Et donc, ça veut dire en fait que l'Afrique a connu une plus grande puissance. L'Afrique était unique. Et ce n'est que lorsque les Occidentaux se sont intéressés de l'Afrique, ils l'ont divisé sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Nous étions uniques et indivisibles. Alors maintenant, quand on nous a saucissonnés, etc., et donc chacun a trouvé un terrain fertile où il peut tirer véritablement des richesses. Mais écoutez, l'union est la force des faibles. Lorsque on est ensemble, on peut restaurer véritablement la gloire que nous avons connue à l'époque, parce que les Européens venaient en Égypte apprendre
des gens comme Thalès avec leurs théories fomentées, les gens comme Pythagore, Hérodote, Platon, tous ces gens, ils ont fait tantôt 22 ans, tantôt 30 ans, etc. Ils sont rentrés. Tout ce qu'ils ont trouvé dans la cour de Pharaon. Parce qu'à l'époque, Pharaon était un avatar, c'était un puissant, un savant, un érudit. Ce n'est pas n'importe qui pouvait être chef du président de l'Égypte antique. Ah non, l'Égypte antique était noire, fondamentalement noire. Ce que nous on est en train de vivre aujourd'hui, c'est justement une migration que nous avons faite à l'époque. Mais maintenant, c'est très puissant. Et alors, beaucoup de nos compatriotes, de la diaspora. Vous avez vu Haïti, aux États-Unis avec Marcus Garvey, Guy Boyce, etc. Tous, ils ont réfléchi pour dire qu'il y avait moyen de pouvoir restaurer l'unité africaine qui a été complètement saucissonnée, désintégrée, désarticulée par les Occidentaux. Et quand, n'est-ce pas, Kwame Nkrumah est allé aux études aux États-Unis dans les années 30, il est revenu en passant par Manchester, et voilà, c'est comme ça que lui, il a poussé véritablement qu'il y ait des États-Unis d'Afrique. C'est comme ça que vous avez vu les Ghana devenir indépendants en 1957, simplement parce que Nkrumah venait avec une dynamique telle qu'il faut véritablement l'indépendance et l'unité d'Afrique. C'est comme pas pour rien que les gens comme le Mumba étaient apportés dans une direction parce que Kwame Nkrumah avait organisé véritablement la conférence qui a réuni presque tous les pays africains. On s'est battu, mais croyez-moi, l'Afrique est saucissonnée. Il fallait entendre 1963. Et on a divisé l'Afrique, Casablanca, Monrovia, des groupes de Casablanca et de Monrovia. Et puis bon voilà, ce n'est pas arrivé, on a créé l'Organisation de l'Unité africaine. Mais le combat continue. Des gens comme Modibo Keïta, des gens comme Sékou Touré, des gens comme Lumumba, les gens comme Thomas Sankara, les gens comme Kadhafi Colonel, etc. Ils ont connu des problèmes sérieux. Il y en a ceux qui ont été tués, etc. Mais au moins, l'idée continue. Aujourd'hui, nous avons le privilège de dire que l'Afrique, si elle arrivait véritablement à être ensemble, et donc cette Afrique deviendrait le pays le plus puissant. Certes, il y a des Occidentaux qui disent que ça pourrait avoir un produit intérieur brut de l'ordre de 3 000 milliards, oui. Mais moi je vous dis qu'aujourd'hui, il est calculé dans la perspective que l'Afrique présente, n'est-ce pas, des opportunités telles que lorsqu'elle s'organise et qu'on réhabilite véritablement cette unité, et donc elle serait la première puissance du monde. Pourquoi? Simplement parce que lorsque vous regardez toutes les puissances qui existent, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine a 9,6 millions d'hectares, 9,6 millions de kilomètres carrés. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Les États-Unis, c'est 10 millions de kilomètres carrés. Et l'Afrique, c'est 30 millions. Donc nous avons encore des espaces et nous sommes capables, lorsque véritablement on restaure notre génie, on restaure notre pensée autonome, on restaure notre capacité de pouvoir changer les choses, on y arrivera. Et je termine en disant que nous avons des minéraux stratégiques. Aujourd'hui, tous les minéraux pour ce 21e siècle, comme le cobalt, le coltan, ce sont des minéraux qui véritablement construiront la dynamique d'une énergie propre. Écoutez, l'Afrique en a 14. Elle détient pratiquement la première ou la deuxième position à travers le monde. Et pour terminer, l'Afrique a une grande population qui en réalité devra occuper le monde. En Europe, en Asie, en Amérique, la population est devenue vieille. La moyenne est de 65 à 70%. L'Afrique, la population a au moins 19% des jeunes. 60% pour les jeunes de 19 ans. C'est que très clairement, à l'an 2050, nous serons 2,5 milliards. Aujourd'hui, nous sommes 1,250 milliard. À l'an 2100, l'Afrique aura 4,5 milliards. 2 personnes sur 4 seront africaines. Mais écoute, avec une population jeune, florissante, dynamique, capable, si nous avons notre génie, avec de nouvelles technologies, transformer nos richesses, mais nous avons des jeunes pour travailler. Et ces jeunes-là pourront véritablement booster notre continent. Nous avons encore 80 ans pour atteindre 2100. Et nous avons la possibilité de travailler dans la dynamique, de faire réveiller tous les Africains dans l'unisson, dans la création d'un État fédéral. Et nous serons ensemble pour que véritablement
nous puissions réussir le pari. Il faut des panafricanistes pour cela. Je salue notre président qui véritablement aujourd'hui reconnaît qu'il est panafricaniste. Nous sommes des panafricanistes. Nous sommes prêts pour que ensemble nous puissions relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre pays. Voilà, mes chers téléspectateurs, il y a ici un condensé de tous ces discours de M. Yamba Yamba que vous venez de suivre. Et ce qui est curieux, c'est que les faits ne sortent pas seulement de sa bouche. Et là, il vient de porter sa casquette de politicien. Et les faits tels qu'il vient de les décrire ici ressortent aussi de la bouche des Occidentaux eux-mêmes. Et donc là, nous vous présentons un élément qui nous a présenté, un condensé de la situation africaine, de la puissance africaine telle qu'elle peut le devenir si elle arrivait à réussir son intégration. Et donc, suivez cet élément et nous y reviendrons pour terminer ce numéro. Et si l'Afrique n'était qu'un seul pays ? L'Afrique est un continent qui couvre 6% de la surface terrestre et 20% de la surface des terres émergées. Sa superficie est de 30 millions de kilomètres carrés avec les îles. L'Afrique compte actuellement 54 pays indépendants, mais que se passerait-il si tous ces pays s'unissaient aujourd'hui pour former un État africain uni ? À quoi ressembleraient les États d'Afrique unis et quelle serait la puissance de ce pays ? Alors, il faut savoir que l'Afrique est énorme et couvre plus de 20% des terres de ce monde. Il fait environ 3 fois la taille de l'ensemble de l'Europe. 1,2 milliard de personnes vivent actuellement en Afrique, soit 16% de la population mondiale. L'Afrique connaît actuellement le plus grand boom démographique du monde. La population du continent a doublé depuis 1990. Selon les estimations officielle de l'ONU, le continent devrait dépasser les populations de l'Inde et de la Chine réunies en 2100. La population de l'Afrique devrait atteindre 4 milliards de personnes d'ici 70 ans et va représenter plus de 39% de la population mondiale. La population de l'Afrique est actuellement la plus jeune au monde avec un âge médian de 19,7 ans comparé à la moyenne mondiale de 30,4 ans. Les taux d'alphabétisation sont également bas avec seulement 64% de la population considérée comme alphabète. Mais cela varie de région en région. En Libye, par exemple, le taux d'alphabétisation est très élevé, environ 84,2%, alors qu'au Soudan du Sud, il est très bas, puisqu'il n'atteint que 27% seulement. Les taux d'infection par le VIH sur le continent constitueraient également un défi majeur pour l'Afrique unie, car 11% de la population de l'Afrique subsaharienne est actuellement infectée par la maladie. En plus de ces défis, les États africains seraient également confrontés à l'extrême diversité du continent. L'Afrique est le continent le plus linguistiquement et ethniquement diversifié de la planète, où l'on parle plus de 3000 langues. L'Afrique est l'endroit le plus multilingue au monde, où beaucoup parlent au moins 2 langues africaines, et une langue européenne également supplémentaire. Une situation similaire à l'Afrique du Sud, où il y a 11 langues officielles. En Afrique du Nord, la langue la plus utilisée, c'est bien sûr l'arabe, et elle est parlée par moins de 70% de la population vivant dans cette région. Nous avons 20% de la population vivant en Afrique du Nord qui parle le berbère. Dans les pourcentages restants, on y trouve l'anglais, le français et le portugais. Et pour la religion de cet État, 47% de la population serait musulmane, 47% serait chrétienne, 10% restera toujours dans les anciennes traditions africaines et 2% seraient athées ou sans religion. Passons maintenant aux 10 plus grandes villes de cet État. La plus grosse ville serait sans doute le Caire, avec une population estimée à 23 millions d'habitants. Et en deuxième place, le Lagos, avec 22,9 millions. Ensuite, nous avons le Gauteng, avec 13 millions. Puis Kinshasa, avec 12 millions. Nairobi, avec 8 millions. Luanda, 7,9 millions. Alger, 7,8 millions. Khartoum, 7,3 millions. Ibadan, 7,7 millions. Et en 10e place, Dar es Salaam, avec 5,6 millions d'habitants. En ce qui concerne la puissance militaire de cet État, alors là, c'est du lourd, mes amis. L'État africain uni pourrait aligner plus de 5 millions de soldats. Elle pourrait avoir également 7 millions de réservistes. Mais côté matériel de guerre, faut pas trop attendre à voir quelque chose de nouveau. L'arsenal militaire de cet État serait principalement du matériel russe. Mais quand même, ça reste un pays très puissant qui ne pourrait pas être envahi, ça c'est sûr. Avec cette puissance militaire, l'État africain va certainement lancer une vaste opération de nationalisation et annulera le pacte signé avec la France et le Royaume-Uni. Vous ne le saviez peut-être pas, mais aujourd'hui, beaucoup de pays africains continuent de payer un impôt colonial en France, et cela malgré l'indépendance. 14 pays africains sont obligés par la France, à travers le pacte colonial, de mettre 85% de leurs réserves à la Banque centrale de la France, à savoir le Bénin,
le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Enfin, sachez que la France ne leur permet d'accéder qu'à seulement 15% de leur argent par an. S'ils ont besoin de plus, les pays africains doivent emprunter. En ce qui concerne les richesses naturelles de cet État, il y a de quoi remplir les poches de tous les habitants de ce grand pays. En effet, l'Afrique détient 90% des ressources naturelles de platinium, 50% des ressources d'or, 50% des ressources de diamants et 33% des ressources d'uranium. Avec la mainmise sur toutes ces ressources naturelles et la nationalisation de tous les projets de pays étrangers pris de force en Afrique, cet État aurait un PIB de 3000 milliards d'euros. Ce qui la classera comme 5e puissance économique dans le monde, derrière l'Allemagne et devant les Royaumes-Unis et la France. Voilà mes amis, encore plein de choses à vous apprendre, c'était bien sympathique, on arrive à la fin de cette vidéo, partagez-la avec vos amis Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Pour moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, juste après. C'est curieux, il n'y a pas de commentaires à faire, pas du tout de commentaires à faire, mes chers amis, vous venez là de suivre vous-même, que l'Afrique est réunie. Si on arrive à créer les États-Unis de l'Afrique, l'Afrique deviendra une puissance plus forte que la France, une puissance plus forte que la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Et ça, ce n'est pas M. Yamba qui le dit, les Européens eux-mêmes le reconnaissent et ça me paraît curieux, M. Yamba. Oui, des gens, des grands penseurs, des grands savants comme Jacques Attali vous dit que c'est siècle pour les Africains. Edgar Morin lui dit, dans la théorie de la complexité, il dit, mais chaque espace a sa fondation, a ses racines, a ses particularités. Et si l'espace prend conscience de mettre au devant de la scène sa fondation et qu'il considère ce qui vient de l'extérieur comme étant un greffon, je pense que chaque espace pourra construire sa pensée autonome et booster véritablement le développement de en une minute, M. Yamba, comment relier le spirituel à la science ou à la politique pour pouvoir bâtir cette Afrique nouvelle que vous nous proposez? Oui, mais le spirituel nous donne la capacité de voir notre société, de rechercher des solutions par rapport à cette société, parce que Dieu ne crée pas un espace s'il ne donne pas de solutions. Tout ce qui arrive à cet espace, il y a déjà solutions, il faut les découvrir. Et pour les découvrir, il faut la science. Et alors maintenant, mais cette science doit être nourrie par la spiritualité. Parce que quand je prends par exemple la feuille, comment nos ancêtres savaient que telle feuille peut résoudre le problème de diarrhée? Comment nos ancêtres savaient que lorsque la pluie arrive, on peut utiliser telle feuille et la pluie ne va pas tomber? Comment nos ancêtres savaient que mais il y en avait. Maintenant, on veut que nos universités sortent dans la logique des récitations, dans la logique de répétition, pour devenir des universités de questionnement de notre environnement, de manière que ce génie soit le génie qui soit au service de notre peuple. Pas seulement avoir autant de diplômes sans résultat. Voilà. Revoyons nos ancêtres, revoyons toutes les églises noires, au lieu de se chamailler. Soyons ensemble, réfléchissons. Quelles sont nos potentialités? Quelles sont nos capacités et qu'est-ce que nous devons faire et construire des passerelles avec les scientifiques, encore que pas les scientifiques et les chômeurs cachés, mais les vrais scientifiques qui sont nourris par le génie propre. C'est comme ça qu'on va véritablement bâtir. Merci beaucoup, M. Yamba. Avec lui, on n'en finit pas facilement parce que on commence toujours à prendre le plus grand goût quand on tend vers la fin. Et M. Yamba vous invite à sortir de la mythologie. Sortez de la mythologie dans une université qui ne produit pas. Comment vous pouvez accumuler des connaissances sans production? Comment on peut être détenteur des connaissances à l'université, mais ces connaissances ne produisent pas? Comment on peut arriver à ce niveau-là? Ça s'appelle un enseignement embâtardisé. Voilà, c'est ce qu'il appelle un enseignement embâtardisé. Alors, il vous demande de comprendre une chose. Les statues que vous jetez là contiennent des puces et des informations qui peuvent vous aider. C'est avec ça que les bandits venus d'ailleurs essaient de développer leur société. Nos ancêtres savaient conserver des informations dans l'ADN, dans une statue. Et les bandits venus d'ailleurs utilisent tout ça pour transformer leur société aux dépens de vous qui êtes les créateurs et les auteurs de toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses à se dire avec cet homme.
Et donc, vous qui m'appelez, qui me dérangez depuis un certain temps, depuis bientôt dépasser une année, je ne suis plus dans vos VAM, je ne suis plus à côté de Papa Nkouti. Je mène toujours le même combat, mais la méthodologie est diversifiée aujourd'hui. Donc, je suis chez nous de l'afrocentricité et je combats aussi dans la nouvelle vision panafricaine de M. Yamba Yamba. Nous sommes toujours dans la même logique, mais la méthodologie a quelque peu changé. Donc, cessez de m'appeler pour me poser des questions concernant vos VAM. Ça fait au-delà d'une année déjà que je ne suis plus là. Et donc, soyez toujours là, suivez-nous dans notre émission de l'afrocentricité et de la nouvelle vision panafricaine. L'émission L'Afro-Lumière vous paraît déjà intéressant. Le prochain numéro, ça sera toujours le mardi à 22h, le mercredi à 22h, le samedi à 12h, le dimanche à 12h, le dimanche à 14h et le dimanche à 22h dans les différentes chaînes qui sont nôtres. Merci et à la prochaine.